Le congrès anarchiste d'Amsterdam. À la suite de l'accusation d'anarchie criminelle portée contre nous, les audiences, ajournées à plusieurs reprises, furent en fin de compte purement et simplement annulées. Je me trouvais ainsi libre d'entamer la tournée prévue qui devait m'amener jusqu'à la côte ouest, la première depuis 1897. Mais, avant que j'aie pu aller bien loin, mes meetings furent interdits par la police dans 3 villes, Columbus, Toledo et Détroit. À Toledo, l'action des autorités fut particulièrement inexcusable dans la mesure où le maire, Brand Whitlock, fut connu comme tolstoïen et partisan de l'anarchisme entre guillemets philosophique, avait prétendument des idées progressistes. J'avais rencontré de nombreux Américains individualistes qui se disaient anarchistes philosophiques. Après plus ample connaissance, on s'apercevait immanquablement qu'ils n'étaient ni philosophes, ni anarchistes, et qu'un entre guillemets mais conditionnait toujours leur adhésion à la liberté d'expression. En même temps, toutefois, Whitlock, partisan de l'impôt unique, appartenait à un groupe d'Américains qui se distinguaient par leur défense extraordinairement courageuse de la liberté d'expression et de la presse. Effectivement, les promoteurs de l'impôt unique avaient toujours été les premiers à me soutenir dans mes combats contre l'ingérence de la police. Je fus donc grandement surprise de voir un maire défenseur de l'impôt unique se rendre coupable de la même attitude arbitraire que n'importe quel fonctionnaire municipal. Je demandai à quelques-uns de ses admirateurs comment il expliquait un tel comportement de la part d'un homme comme Whitlock. À mon grand étonnement, j'appris que celui-ci croyait que j'étais venu à Toledo dans le seul but de fomenter des troubles parmi les ouvriers de l'automobile, alors en grève. Il cherchait à obtenir un accord entre les patrons et leurs salariés. Aussi avait-il jugé préférable de m'empêcher de prendre la parole. De toute évidence, votre maire sait que cet accord risque de profiter aux patrons et non aux grévistes, remarquai-je. Autrement, il n'aurait pas peur de ce que je pourrais dire. Je leur expliquai que je n'avais eu connaissance de la grève qu'une fois arrivé à Toledo, où je venais donner une conférence au sujet des idées fausses sur l'anarchisme. J'admis cependant avec un certain plaisir que si les grévistes me demandaient de prendre la parole, je leur dirais d'éviter les politiciens qui se mêlent de tout comme pas un et qui contribuent à briser la colonne vertébrale de toute lutte économique. Ces paroles furent rapportées à un groupe d'Américains progressistes qui se mit aussitôt à organiser un meeting spécifiquement à mon intention. Le membre le plus animé de ce groupe était une vénérable vieille dame, Madame Kate B. Sherwood. À l'époque du mouvement abolitionniste, elle avait conduit en lieu sûr nombre d'esclavages fugitifs. Et après tant d'années, elle n'avait pas changé. Personnalité aimable, elle était une fervente féministe et une grande libertaire dans les domaines économiques et éducatifs. La chère dame avait dû remonter les bretelles du maire car les ingérences lors de mes conférences à Toledo prirent fin. À Minneapolis, il m'arriva une expérience amusante. J'étais invité à intervenir devant une association professionnelle connue sous le nom de Spook Club, qui veut dire Club des Spectres. Aucune femme n'avait jusqu'alors été admise en la sainte présence des spookers, m'avait-on dit. Mais une exception avait été faite pour moi. Ne croyant pas au privilège, j'écrivais au club que, de toute ma carrière d'infirmière, l'obligation de faire la toilette des morts ne m'avait jamais perturbé, mais que je serais dérouté de devoir affronter seul des cadavres vivants. J'assumerais la lourde tâche de préparer les spookers pour leurs obsèques à condition de pouvoir me faire assister de quelques représentantes robustes de mon propre sexe. Le pauvre Spook Club fut sidéré. Il consentait à ma requête. S'il consentait à ma requête, il s'exposait au danger d'une invasion féminine, et s'il la refusait, au ridicule public. La vanité masculine eut la raison de sa pureté virginale. « Amenez votre régiment avec vous, Emma Goldman, et supportez-en les conséquences », répondirent les spookers. En compagnie de mes amis, nous provoquâmes une quasi-révolution dans le club et dans le cœur des spookers, mais hélas, pas dans leur tête. Nous leur fîmes prendre conscience que rien au monde n'est plus ennuyeux qu'une assemblée réservée exclusivement aux hommes ou aux femmes, les uns ne réussissant jamais à effacer les autres de leur esprit. Ce jour-là, tout le monde se sentit libéré de ses obsessions sexuelles, naturelles et à l'aise. La soirée se révéla très intéressante. Plus encore, on m'assura que jamais dans l'histoire du club un événement n'avait été aussi stimulant intellectuellement, et aussi désopilant. La largeur d'esprit dont les spookers firent preuve à mon égard s'inscrivait dans l'évolution générale des opinions sur l'anarchisme au cours de ces 6 dernières années. La presse n'adoptait plus un ton aussi vindicatif qu'avant. Les journaux de Toledo, Cincinnati, Toronto, Minneapolis et Winnipeg se montrèrent exceptionnellement corrects dans leurs reportages sur mes meetings. Un journal de Winnipeg écrivit dans un long éditorial « On reproche à Emma Goldman d'abuser de la liberté d'expression à Winnipeg, et l'anarchisme est dénoncé en tant que système qui prône le meurtre. À vrai dire, Emma Goldman ne s'est livrée à aucune diatribe dangereuse à Winnipeg et n'a fait aucune déclaration justifiant autre chose qu'une critique modérée de son bien fondé ou de sa rationalité.
Il est également vrai que l'homme qui prétend que l'anarchisme enseigne le jet de bombes et la violence ne sait pas de quoi il parle. L'anarchisme est une doctrine idéaliste qui est, et restera toujours, totalement irréalisable. Y croient pourtant les hommes figurant parmi les plus doués au monde. Le seul fait que Tolstoï soit un anarchiste prouve indiscutablement que cette doctrine n'enseigne pas la violence. Nous sommes tous en droit de nous moquer de l'anarchie comme d'une chimère. Nous sommes tous en droit d'être pour ou contre les enseignements d'Emma Goldman. Mais nous ne devrions pas nous ridiculiser en critiquant une conférencière pour ce qu'elle n'a pas dit, ni en dénonçant comme violente et sanglante une doctrine qui prêche le contraire de la violence. Après une tournée de conférences qui m'emmena d'est en ouest, je revins à New York fin juin, muni d'un nombre considérable de nouveaux abonnés à Mother Earth et d'un bénéfice important réalisé par la vente de publications qui permettrait de maintenir la revue à flot pendant le calme plat des mois d'été. Au début du printemps, nos camarades européens avaient lancé un appel pour un congrès anarchiste à Amsterdam au mois d'août. Un certain nombre de groupes dans les villes où je m'étais rendu m'avaient demandé de les représenter à ce rassemblement. Ce témoignage de confiance de la part de mes camarades m'avait fait plaisir, et l'Europe m'attirait toujours. D'un autre côté, il y avait Sacha, sorti de prison depuis à peine un an, et que je n'avais pas vu depuis des mois. Je désirais ardemment le revoir et espérer combler le fossé que son emprisonnement avait creusé entre nous. Pendant mon absence, Sacha s'était merveilleusement bien débrouillé avec Mother Earth. Il avait surpris tout le monde par son style énergique et la clarté de sa pensée. C'était une réussite incroyable pour un homme qui était entré en prison ignorant de la langue anglaise et n'ayant jamais rien écrit en vue de publication. Les lettres qu'il m'avait envoyées durant les 4 mois de ma tournée n'étaient plus du tout marquées par la dépression et il manifestait un grand intérêt pour la revue et pour mes activités. J'étais fier de Sacha et de ses efforts, et plein d'espoir qu'enfin nous dissiperions ensemble les nuages qui avaient voilé notre ciel depuis sa réintégration dans le monde. Pour ces différentes raisons, j'hésitais à partir pour Amsterdam. J'expliquais à mes camarades que je prendrais ma décision une fois revenu à New York. À mon retour, je retrouvais Sacha tel que je l'avais laissé, en proie à la même agitation psychique, douloureusement tiraillé entre la vision qui avait motivé son acte et la réalité à laquelle il était désormais confronté. Il continuait à vivre dans le passé, dans le mirage, qu'il s'était créé à l'époque où il était enterré vivant. Tout ce qui relevait du présent lui paraissait étranger, le faisait tressaillir et il esquivait. Ironie amère, de tous les amis de Sacha, c'était moi qui lui causais le plus vive peine et déception, alors que durant toutes ces cruelles années, je ne l'avais jamais oublié, ni n'avais cessé de l'aimer. Quel qu'ait été par ailleurs l'élu de mon cœur, même Ed, pour qui j'avais éprouvé un amour plus profond et plus intense que tout autre. Plus que quiconque, c'était moi qui provoquais son impatience et son ressentiment, non pas tant parce que j'étais en tant que personne, mais par l'évolution de mes conceptions de la vie, des gens et de notre mouvement. Nos idées n'avaient apparemment plus rien en commun. Je me sentais pourtant lié à lui, lié pour toujours par 14 années de larmes et de sang. Il arrivait souvent que je ne supportais plus ses reproches et ses accusations. Je riposte par des mots durs et amers, puis je courais dans ma chambre et criais de douleur contre les divergences qui nous déchiraient. Cependant, je revenais toujours à Sacha, car, quoi qu'il ait dit ou fait, je sentais que ce n'était rien comparé à ce qu'il avait enduré. C'était cela, je le savais, qui ferait toujours pencher la balance et me ramènerait à ses côtés chaque fois qu'il en aurait besoin. Sur le moment, toutefois, je ne lui étais apparemment pas d'un grand secours. Hors de ma présence, Sacha paraissait même avoir l'esprit plus tranquille. Je décidai donc d'accepter la demande de mes camarades de l'Ouest de les représenter au congrès anarchiste. Même si le cœur n'y était pas, Sacha m'assura qu'il continuerait à s'occuper de Mother Earth jusqu'à mon retour. Ce qu'il voulait, c'était un journal de propagande hebdomadaire adressé aux ouvriers. Il avait déjà discuté de ce projet avec Voltairine de Cleyre, Harry Kelly et d'autres amis qui convenaient avec lui de la nécessité d'un journal de ce type, et s'était engagé à signer un appel pour lever les fonds nécessaires. Il craignait cependant que je ne le prenne mal, et voit dans cette nouvelle publication de la concurrence pour Mother Earth. Je protestais. Mais quelle drôle d'idée, je ne revendique pas de monopole sur le mouvement. Essaie de sortir un journal hebdomadaire si tu veux. Je rajouterai mon nom à l'appel. Sacha, tout ému, m'étreignit tendrement et s'assit pour rédiger l'appel. Mon pauvre garçon, si seulement j'avais eu la certitude que son projet lui apportait la paix, le ramenait vers la vie et vers l'activité pour laquelle sa maîtrise de la langue et sa plume le qualifiaient si bien. Je percevais de plus en plus chez Sacha une rancœur, peut-être d'ailleurs inconsciente, contre le fait de participer à des activités que j'avais créées pour moi-même. Il rêvait de quelque chose qu'il aurait construit, lui. Un jour, lui. Une chose qui exprimerait son moi profond. Je souhaitais vivement que le journal hebdomadaire réussisse et en même temps l'amène à une libération. Je me préparais pour mon départ à l'étranger. Max allait également participer au congrès d'Amsterdam en tant que représentant du groupe allemand. Nous avions tous deux besoin de changer de cadre pendant quelque temps.
La flamme ne correspondait pas à la réalité idyllique dont il avait les rêvé. C'est d'ailleurs toujours le cas pour les citadins qui retournent à la Terre. Pénétrés de notions romantiques, de la nature, mais totalement inaptes à affronter ces épreuves. En fin de compte, notre maison à Ossining s'était révélée trop rustique et l'hiver trop rude pour la petite fille de Max. De plus, Millie n'avait pas supporté l'isolement. Mes amis avaient donc déménagé en ville et essayaient désespérément de joindre les deux bouts. Max écrivait de temps en temps des articles pour des journaux allemands et pour Mother Earth, et Millie faisait de la couture. L'attention qu'elle avait éprouvée depuis la naissance de son enfant l'avait rendue nerveuse et irritable, et au moindre désaccord, Max s'enfermait dans sa coquille. Comme moi, il mourait d'envie de laisser derrière lui une situation déchirante dont personne n'était réellement responsable. Sacha était devenu beaucoup plus vivant grâce à son projet d'hebdomadaire. Un autre facteur contribuait à lui remonter le moral. Il s'était fait beaucoup d'amis parmi nos jeunes camarades et éprouvait une attirance particulière pour la jeune Becky Edelson. Mon soulagement était grand. Je ne m'inquiétais pas non plus pour Mother Earth. La revue serait en de bonnes mains jusqu'à mon retour en sa qualité assurée sous la direction de Sacha et avec la collaboration entre autres de John Coriel et d'Hippolyte Havel. Hippolyte et moi, nous nous étions éloignés l'un de l'autre depuis longtemps. Mais de notre rapport passé, nous avions conservé une solide amitié, de même qu'un vif intérêt commun pour la lutte sociale. Ses vastes connaissances historiques et sa sensibilité face aux événements faisant de lui l'un des plus précieux éléments de notre revue. Vers la mi-août 1907, Max et moi étions sur l'embarcadère de la Holland America, à agiter la main en signe d'adieu à nos amis. Outre notre mission au Congrès, nous envisagions notre voyage comme une quête de quelque chose qui comblerait notre vie intérieure. Le calme de la mer et la compagnie toujours aussi apaisante de Max m'aidèrent à me détendre après des mois de tension qui avaient précédé et suivi la libération de Sacha. Avant d'atteindre Amsterdam, j'avais repris pleinement possession de mes moyens et attendais avec impatience les rencontres, notre congrès et le travail à accomplir. J'avais maintes fois entendu parler de l'extrême propreté des Néerlandais, mais jusqu'à ma promenade à Amsterdam, le lendemain matin de notre arrivée, je n'avais pas mesuré combien ils pouvaient mettre les passants mal à l'aise. J'étais sorti avec Max pour visiter la pittoresque vieille ville. À chaque balcon, nous voyions les plantureuses domestiques habillées en couleurs vives, les bras et les jambes nus, en train de battre furieusement tapis et carpettes. Charmant tableau bien sûr, mais le tourbillon de poussière et de saleté qu'elles secouaient vigoureusement sur nos têtes sans défense nous envahissait la gorge et recouvrait nos vêtements. Nous aurions pu le supporter si dans le même temps nous n'avions pas eu droit à une douche d'eau froide destinée aux plantes. Ce bain inopiné dépassait notre attente en matière de propreté néerlandaise. Le congrès représentait ma troisième tentative d'assister à un rassemblement anarchiste international. En 1893, une réunion de ce type avait été organisée qui devait coïncider avec l'exposition universelle prévue cette année-là à Chicago. Plusieurs groupes de New York m'avaient choisi pour les représenter, ce qui n'avait pu se faire à cause de mon procès et de mon emprisonnement. À la dernière minute, la police de Chicago avait interdit le congrès, mais il se déroula quand même dans l'espoir le plus improbable que l'on puisse imaginer. Dans l'endroit le plus improbable que l'on puisse imaginer, pardon. Un camarade, employé d'un des services municipaux, introduisit une douzaine de délégués clandestinement dans une salle de l'hôtel de ville. La deuxième fois, en 1900, d'autres congrès avaient été organisés à Paris et j'avais été associé de près aux travaux préparatoires. La police française avait là aussi rendu toute conférence publique impossible. Par conséquent, les sessions s'étaient tenues en secret, et bien que relativement passionnantes, n'avaient pas permis un travail constructif. Le fait qu'un congrès anarchiste international fût autorisé à se réunir tout à fait ouvertement en Hollande monarchique, mais interdit en Amérique démocratique et en France républicaine, en disait long sur ces deux dernières. Cette troisième fois donc, 80 hommes et femmes, la plupart harcelés et persécutés dans leur propre pays, purent prendre la parole devant une assistante nombreuse, se rassembler quotidiennement et discuter au grand jour, sans la moindre ingérence des autorités, de questions aussi essentielles que la révolution, le syndicalisme, l'insurrection de masse et les actes individuels de violence. Nous circulions seuls ou en groupe dans la ville, nous nous réunîmes entre amis au restaurant et au café, nous bavardions et chantions des chants révolutionnaires jusqu'aux dernières heures du jour sans qu'on nous prenne en filature, nous espionne ou nous harcèle de quelque manière que ce soit. Plus remarquable encore était l'attitude de la presse d'Amsterdam. Même les journaux les plus conservateurs nous traitaient non comme des criminels ou des fous, mais comme un groupe de gens sérieux qui s'étaient réunis dans un but sérieux. Bien qu'opposés à l'anarchisme, ces journaux ne le présentaient pas sous un faux jour et ne déformaient pas les propos tenus lors de nos séances. Le congrès s'appesantit en particulier sur un thème essentiel, la question de l'organisation.
quelques délégués s'élevèrent contre l'idée d'Ibsen que formule le docteur Stockman dans un, entre guillemets, un ennemi du peuple, en français dans le texte, selon laquelle l'homme le plus fort est celui qui est le plus seul. Il préférerait la vision de Pierre Kropotkin, si brillamment mise en lumière dans tous ses livres, d'après laquelle ce sont l'entraide et la coopération qui donnent les meilleurs résultats. Max et moi insistâmes au contraire sur la nécessité des deux. Nous maintîmes que l'anarchisme ne signifie pas un choix entre Kropotkin et Ibsen, mais les embrasse tous deux. Alors que Kropotkin avait fait une analyse approfondie des conditions sociales qui conduisent à la révolution, Ibsen avait dépeint la lutte psychologique qui mène à la révolution de l'âme humaine, la révolte de l'individualité. Nous affirmâmes que rien n'aurait de conséquences plus désastreuses pour nos idées que de minimiser l'effet de l'intérieur sur l'extérieur, des motifs et des besoins psychologiques sur les institutions existantes. Excusez-moi, Nous avançâmes que, dans certains milieux, on commençait l'erreur de penser que l'organisation non seulement ne favorise pas la liberté individuelle, mais signifie le déclin d'individualité. Or, l'organisation a en réalité comme fonction d'aider au développement et à l'épanouissement de la personnalité. De même que la coopération mutuelle permet aux cellules animales de manifester leur pouvoir latent dans la création d'un organisme complet, l'individualité atteint sa plus haute forme de développement à travers l'effort coopératif avec d'autres individualités. Une organisation, au sens propre, ne peut résulter de l'association de simples non-êtres. Elle doit regrouper des individualités conscientes d'elles-mêmes et intelligentes. En effet, l'ensemble des potentialités et des activités d'une organisation se traduit par l'expression d'énergie individuelle. L'anarchisme affirme la possibilité d'une organisation libre de toute discipline, peur ou punition et exempte de la pression de la misère. Un nouvel organisme social qui mettra fin à la lutte pour les moyens d'existence, cette lutte féroce qui sape les meilleures qualités de l'homme et élargit sans cesse le gouffre social. En effet, l'anarchisme ambitionne une organisation de la société qui établira le bien-être pour tous. Le groupe des délégués se composait de nombreuses personnalités à la fois intéressantes et dynamiques. Le docteur Freiberg, autrefois membre du Parti social-démocrate et conseiller municipal de Berlin, était devenu un brillant défenseur de la grève générale et de l'antimilitarisme. Malgré une inculpation pour haute trahison qui pesait sur lui, il participa très activement au débat du Congrès, dédaignant le danger qui le guettait à son retour. Il y avait aussi Luigi Fabri, un des collaborateurs les plus compétents de la revue pédagogique italienne Università Popolare, en italien dans le texte. Rudolf Rocker, qui accomplissait un travail remarquable au sein de la population juive de Londres en tant que conférencier et responsable du journal Yiddish Arbeiterfreund, en yiddish dans le texte. Christian Cornelissen, un des esprits les plus fins de notre mouvement aux Pays-Bas. Rudolf Grossmann, éditeur d'un journal anarchiste en Autriche. Alexandre Shapiro, militant au sein de syndicats révolutionnaires en Angleterre, Thomas H. Kiel, l'un de nos ouvriers les plus engagés au journal Freedom, en anglais dans le texte, ainsi que d'autres camarades aussi capables qu'énergiques. L'ensemble des délégués français, suisses, belges, autrichiens, bohémiens, russes, serbes, bulgares et néerlandais étaient des hommes de caractère et de talent, mais Enrico Malatesta se détachait du lot par sa personnalité exceptionnelle. D'un naturel bon et sensible, Malatesta avait embrassé dès sa jeunesse des idéaux révolutionnaires. Plus tard, il rencontra Bakounine et devint le plus jeune membre de son cercle, appelé affectueusement le « Benjamin ». Il écrivit plusieurs pamphlets très appréciés qui connurent une grande diffusion, notamment en Italie et en Espagne. Il édita différentes publications anarchistes. Cependant, ses activités littéraires ne l'empêchaient pas de participer aux luttes réelles et quotidiennes des ouvriers, en compagnie du célèbre Carlo Cafiero et du fameux révolutionnaire russe Sergei Stepniak, entre guillemets, Kravchinsky, il joua un rôle important dans le Bénévent en Italie, lors de l'insurrection de 1877. Le fil rouge de sa vie fut son intérêt pour la révolte populaire. Quel que soit le lieu où il se trouvait, en Suisse, France, Angleterre ou en Argentine, un soulèvement dans son pays natal l'amenait immanquablement à revenir soutenir le peuple. C'est ainsi qu'en 1897, il prit de nouveau une part active à une révolte en Italie du Sud. Sa vie tout entière fut jalonnée de tempêtes et de tensions, et il mit son énergie et ses capacités exceptionnelles au service de la cause anarchiste. Cependant, il insista toujours, quelle que fût son activité dans le mouvement, pour rester indépendant financièrement. Il avait un travail manuel pour gagner sa vie, un des principes qui guidait son existence. Il avait reçu de son père en Italie un important héritage composé de terres et de maisons. Il les légua aux ouvriers qui les occupaient sans aucune contrepartie financière, continuant lui-même à subsister très frugalement à ce qu'il gagnait de ses mains. Dans les pays latins, son nom figurait parmi les plus célèbres et les plus aimés.
J'avais rencontré brièvement cet honorable combattant anarchiste à Londres en 1895. Lors de ma seconde visite en 1899, je découvris que Malatesta était parti aux États-Unis pour donner des conférences et s'occuper de la publication du journal anarchiste italien La Questione Sociale, en italien dans le texte. Pendant son séjour, un patriote italien, bercé d'illusions, lui avait tiré dessus. Enrico, un vrai anarchiste, avait refusé de poursuivre son agresseur en justice. À Amsterdam, j'eus enfin la première véritable occasion de le côtoyer au quotidien. Max et moi tombâmes rapidement sous son charme. Nous adorions la facilité avec laquelle il se libérait du poids du monde pour se divertir sans réserve pendant son temps libre. Qu'il fût en train d'exulter à la vue de la mer ou de gambader dans un jardin public, tout moment passé avec lui était un bonheur. Le résultat le plus important et constructif de notre congrès fut la création d'un bureau de l'international anarchiste. Malatesta, Rocker et Shapiro en constituèrent le secrétariat. Ce bureau, qui avait son siège à Londres, visait à renforcer les liens entre les groupes et organisations anarchistes des différents pays, à mener une étude approfondie et minutieuse des luttes ouvrières dans chacun d'entre eux et à fournir des données et des documents à ce sujet à la presse anarchiste. Le bureau devait aussi s'atteler aux préparatifs du prochain congrès qui allait se réunir à Londres dans un avenir proche. Les sessions terminées, nous assistâmes au congrès antimilitariste organisé par les anarchistes pacifistes néerlandais, dont la figure la plus éminente était Ferdinand de Mella Neuwenhuis. Ses origines ne laissaient nullement prévoir qu'il deviendrait un ennemi de l'autorité. Ses aïeux étaient presque exclusivement des pasteurs protestants. Il avait été lui-même pasteur luthérien, dans son esprit progressiste, mais son esprit progressiste l'avait écarté du chemin tout étroit de la théologie. Domela Neuwenhuis j'arrive pas à le prononcer ce nom, excusez-moi. Domela Neuwenhuis. Je vous l'écris dans le chat pour que... voilà, pour vous. N-I-E-U-W-E-N. Je crois que ça se prononce Neuwenhuis, mais je suis pas sûr. Domela donc adhéra au Parti social-démocrate, devenant son principal représentant aux Pays-Bas, le premier socialiste élu au Parlement. Cependant, il n'y resta pas longtemps. À l'instar de Johann Most et du grand anarchiste français Pierre-Joseph Proudhon, Domela Neuwenhuis se rendit très vite compte que les activités parlementaires n'apportaient rien de vital à la liberté. Il démissionna de son poste et se déclara anarchiste. À partir de ce moment-là, il consacra tout son temps et sa fortune considérable à notre mouvement, et plus particulièrement à la propagande antimilitariste. D'un physique remarquable et engageant, grand et droit comme un chêne, il avait les traits expressifs, les grands yeux bleus et les cheveux et la barbe qui flottaient librement. Il respirait la bonté et la compassion, et incarnait l'idéal pour lequel il se battait. L'une de ses grandes qualités était la tolérance. Ne buvant jamais d'alcool, végétarien depuis des années, il servait pourtant toujours la viande et vin à sa table. Pour quelle raison faudrait-il priver ma famille et mes convives de ce que je n'aime pas ? Remarqua-t-il en nous versant un soir du vin au dîner. Avant notre départ pour la France, j'eus l'occasion de prendre la parole devant une assemblée d'ouvriers des transports néerlandais. Là encore, je constatais le décalage entre l'indépendance des ouvriers néerlandais, en dépit de leur monarchie, et l'Amérique démocratique où la majorité des gens connaissaient fort peu cet esprit. Plusieurs policiers s'étaient faufilés dans la réunion, mais le comité ne tarda pas à les démasquer et les expulsa sans ménagement. Je ne pus m'empêcher d'opposer cette démonstration de zèle à son absence dans les syndicats américains, terriblement infestés par la peste des agents de Pinkerton. Nous fûmes enfin de retour à Paris, et je retombais sous le charme de cette ville où sa jeunesse désinvolte me fouettait le sang. Je rajeunis et m'enthousiasmais pour tout ce que me réservait ma ville bien-aimée sur la Seine. Il y avait tellement plus à apprendre et à assimiler que par le passé. Là aussi se trouvait ma Stella, que je n'avais pas vue depuis des mois. Elle et ce bon vieux Victor Dave nous attendaient à la gare et nous conduisirent dans un café. Stella était dorénavant une vraie petite Parisienne, fière de son français et de sa familiarité avec les restaurants où la cuisine était bonne et les prix raisonnables. Quant à Victor, ses cheveux avaient blanchi, mais il avait gardé sa démarche juvénile et sa capacité de s'amuser. Nous plaisantâmes et rîmes plus durant notre premier dîner à Paris que je ne l'avais fait depuis des mois. Merci pour le raid, 13 bis, bienvenue aux deux personnes du rêve, ça fait plaisir. Je reprends. Nous plaisantâmes et rîmes plus durant notre premier dîner à Paris que je ne l'avais fait depuis des mois. Rien moins que le consul américain en personne, dont Stella était la secrétaire, fut involontairement l'objet privilégié de notre hilarité.
Bien qu'elle fût la nièce dévouée d'Emma Goldman, aucune explosion n'avait détruit le consulat. Avant de quitter les Pays-Bas, nous avons appris que Pierre Kropotkin avait été autorisé à revenir en France. Il adorait le pays et ses habitants. Pour lui, la France signifiait le berceau de la liberté, la Révolution française, avec un grand R dans le texte. Le symbole de tout ce qui, dans le monde, tenait de l'idéalisme social. Il était évident que la France manquait singulièrement de cette gloire dont mon grand maître l'avait revêtue. Les 18 mois qu'il avait passés dans une prison française et son expulsion du pays le prouvaient amplement. Cependant, mu par une curieuse partialité, Pierre acclamait la France comme porte-drapeau de la liberté et pays le plus cultivé du monde. Coucou. Nous savions que ses souffrances personnelles n'avaient en rien modifié ce qu'il pensait du peuple français, et nous nous réjouîmes qu'il pût enfin combler son désir d'y revenir. À notre arrivée, Pierre se trouvait déjà à Paris. Il résidait à 2 pas de mon hôtel, sur le boulevard Saint-Michel. Je ne l'avais jamais vu d'humeur aussi enjouée. Il paraissait plus vigoureux et vivace qu'autrefois. Je fis semblant de ne pas en deviner la raison en lui demandant ce qui avait amené cette heureuse transformation. « Paris, Paris ma chère !» s'écria-t-il. « Existe-t-il une autre ville au monde qu'on a dans le sang comme Paris ?» Nous discutâmes du mouvement en France et de l'activité des groupes dans le pays. Son journal favori était Les Temps Nouveaux, en français dans le texte. Bien qu'il eût aidé à le créer, il respectait trop les droits des autres groupes, même ceux qui étaient en désaccord avec lui, et il aimait trop la justice pour décourager les éléments en opposition. Il y avait chez lui quelque chose de grand et de beau. On ne pouvait le côtoyer bien longtemps sans se sentir inspiré par sa présence. Bien que très pris par une multitude de projets, en particulier la révision de son manuscrit, La Grande Révolution, en français dans le texte, Pierre ne pouvait pas me laisser partir avant que je lui ai tout raconté au sujet de notre congrès. Il se félicita particulièrement de notre position sur l'organisation et de notre insistance sur le droit à la révolte, aussi bien individuelle que collective. À la Confédération Générale du Travail, avec l'aide de Monat, je pus me livrer à une étude du syndicalisme en action. Ses dirigeants étaient quasiment tous anarchistes, des hommes beaucoup plus solides et intéressants que le genre communément rencontré à Paris. Pouget, Patot, Delsal, Greffuel et Monat étaient non seulement de brillants défenseurs des nouvelles théories ouvrières, mais ils avaient une connaissance et une expérience pratique des luttes quotidiennes des prolétaires. De concert avec leurs collègues, ils avaient transformé la bourse du travail en une véritable ruche. Chaque syndicat y avait installé son bureau, et beaucoup tiraient leurs journaux à l'imprimerie commune. La Voix du Peuple, en français dans le texte, par exemple, hebdomadaire de la CGT, était peut-être le journal ouvrier le plus instructif et le mieux corrigé du monde. Pour enseigner aux ouvriers tous les aspects... Pour enseigner aux ouvriers tous les aspects du système industriel complexe, des cours du soir y étaient organisés. Des conférences avaient lieu sur des thèmes scientifiques ou économiques, et les ouvriers faisaient fonctionner eux-mêmes un dispensaire et une crèche, en français dans le texte, bien équipée. Cette institution représentait une démarche pratique pour apprendre aux masses comment faire la révolution qui s'annonçait et comment aider à accoucher de la nouvelle société. Par l'observation et l'étude du syndicalisme mené à sa source même, j'acquis la conviction que le mouvement syndical matérialisait l'arène économique où le monde du travail opposait sa puissance aux forces organisées de son adversaire capitaliste. À ces expériences vinrent s'en rajouter d'autres, non moins éclairantes, avec un ensemble d'artistes modernes qui maniaient la plume et le pinceau pour traduire la révolte sociale. De tous, Steinlen et Grandjouan produisirent les travaux les plus marquants. Je ne parvins pas à croiser Steinlen, mais rencontrai Grandjouan, une âme simple et bienveillante, un rebelle né, artiste et idéaliste au vrai sens du terme. Il travaillait sur une série de dessins représentant des tranches de la vie prolétarienne. Son idée était de peindre le travail, avec un grand T dans le texte, pitoyable dans son impuissance muette, et qui s'éveillait peu à peu à la conscience de sa force naissante. Grandjouan affirmait sa conviction que la mission de l'art était d'inspirer la vision d'une homme nouvelle. Dans ce sens, tous nos artistes sont révolutionnaires, m'assura Grandjouan. Steinlen et les autres font pour l'art ce que Zola, Mirbeau, Richepin et Rictus ont fait pour les lettres. Ils relient l'art au courant de la vie, à la grande lutte de l'humanité pour le droit de connaître et de vivre la vie. Je m'entretins avec Grandjouan de Mother Earth et des objectifs que la revue poursuivait en Amérique. Il se proposa immédiatement pour réaliser une illustration de couverture qu'il m'envoya d'ailleurs avant même mon départ de Paris. La conception du dessin était porteuse de sens et son trait expressif. Ce séjour en France fut ponctué d'autres événements importants, en particulier le procès de 9 antimilitaristes et une formidable expérience pédagogique menée à Rambouillet, près de Paris, par Sébastien Faure. Le groupe mis en cause lors du procès se composait d'une fille et de 8 garçons, dont l'aîné n'avait pas plus de 23 ans.
Ils avaient distribué un manifeste aux soldats, les enjoignant à retourner leurs âmes contre leurs supérieurs plutôt que contre leurs frères prolétaires. Un délit incontestablement très grave au regard des intérêts militaires. Devant un tribunal américain, ces jeunes auraient été intimidés, terrorisés et expédiés ensuite en prison pour purger une longue peine. À Paris, ils endossèrent l'habit d'accusateur, maudissant l'État, le patriotisme, le militarisme et la guerre. Loin d'intervenir, la cour écouta la dénonciation provocatrice des jeunes prisonniers avec attention et respect. L'audace de la plaidoirie, en français dans le texte, de l'avocat, de la défense, la notoriété des personnes qui vinrent témoigner de l'idéalisme des accusés et l'atmosphère du tribunal dans son ensemble firent de ce procès antimilitariste l'un des événements les plus marquants auxquels j'ai eu l'occasion d'assister. Certes, les prisonniers furent déclarés coupables et condamnés à de courtes peines, 3 ans pour la plus longue. La jeune fille, après tout, il s'agissait de la France, fut tout simplement remise en liberté. Dans mon pays adoptif, ils auraient subi un châtiment incomparablement plus sévère. On les aurait sans aucun doute accusés de surcroît d'outrage à magistrat pour avoir avoué franchement leurs opinions et leurs actes et pour avoir couvert de ridicule le juge et l'avocat général. Il me vint à l'esprit que derrière les différences entre procédures judiciaires américaines et françaises se cachait une différence fondamentale d'attitude envers la révolte sociale. Les Français savaient depuis leur révolution que les institutions ne sont ni sacrées ni inaltérables et que les conditions sociales peuvent se modifier. Ce qui explique qu'en France, les rebelles sont considérés comme les précurseurs de bouleversements futurs. En Amérique, en revanche, les idéaux de la révolution sont morts. Des momies auxquelles il ne faut pas toucher, d'où la haine et la condamnation que rencontrent les rebelles sociales et politiques aux États-Unis. Bien longtemps avant de venir à Paris, j'avais lu dans la presse française de notre bord des articles à propos d'une expérience pédagogique unique de l'anarchiste Sébastien Faure. Je l'avais entendu en 1900, et son éloquence exceptionnelle m'avait transporté. De plus, il me semblait, au vu de son histoire personnelle atypique, que l'école moderne qu'il avait créée devait présenter un intérêt hors du commun. Prêtre au début de sa vie, Faure avait brisé les entraves du catholicisme et s'y opposait désormais en adversaire redoutable. Note de bas de page. Le père de Sébastien Faure confia son fils aux jésuites. Destiné aux ordres, il renonça ensuite à la prêtrise. Fin de note. En 1897, pendant l'affaire Dreyfus, il avait rejoint la campagne menée par Émile Zola, Anatole France, Bernard Lazare et Octave Mirbeau contre les forces réactionnaires françaises. Faure se fit un ardent défenseur de Dreyfus, donnant des conférences à travers le pays et dénonçant la clique militaire qui avait si expéditivement déporté un homme innocent dans l'île du diable pour dissimuler sa propre corruption. Ensuite, il s'affranchit complètement de sa croyance en l'autorité, qu'elle se trouva au ciel, avec un grand C dans le texte, ou sur terre, avec un grand T dans le texte. Il œuvra pour l'anarchisme et se dévoua avec passion à sa réalisation. La Ruche, c'est ainsi que s'appelait l'école de Faure, se situait à la périphérie de Rambouillet, avec l'aide d'une petite poignée de gens. Faure avait transformé un bout de terre sauvage et inculte en une ferme florissante de culture de fruits et de légumes. Il y avait accueilli 24 enfants orphelins ou dont les parents trop pauvres n'avaient pas les moyens de les élever. Il les logeait, les nourrissait et les habillait à ses frais. À la Ruche, il avait créé une ambiance dans laquelle l'enfant vivait libre de toute discipline ou contrainte. Il avait rejeté les vieilles méthodes pédagogiques et les avait remplacées par l'écoute des besoins de l'enfant, la confiance et la foi dans le potentiel de celui-ci et le respect de sa personnalité. Même à Saint-Pluis, l'école de Paul Robin que j'avais visitée en 1900, je n'avais trouvé esprit de camaraderie et de coopération entre élèves et professeurs aussi achevé qu'à la Ruche. Si Robin, ce vénérable libertaire, était convaincu lui aussi du besoin d'une nouvelle approche de l'enfant, il restait davantage attaché au vieux manuel d'éducation. La Ruche, au contraire, s'en était affranchie. Les tapisseries peintes à la main dans le dortoir et dans les salles de classe, qui illustraient la vie des plantes, des fleurs, des oiseaux et des animaux, stimulaient bien plus l'imagination des enfants que n'importe quelle leçon entre guillemets classique. L'absence d'enseignement traditionnel était largement rattrapée lorsque les enfants se regroupaient librement autour de leur maître pour écouter une histoire ou pour écouter une explication à des pensées obscures. Dans nos discussions sur des problèmes d'éducation de la jeunesse, Faure montrait une maîtrise exceptionnelle de la psychologie de l'enfant. Les résultats obtenus par son école au bout de seulement 2 ans étaient extrêmement gratifiants. Il est étonnant de voir combien les enfants font preuve de franchise, de gentillesse et d'affection les uns envers les autres, disait-il. L'harmonie qui règne entre eux et les adultes à la Ruche est très encourageante. Si les enfants nous craignaient ou nous respectaient uniquement parce que nous sommes leurs aînés, nous aurions à nous en sentir fautifs. Nous ne négligeons rien pour gagner leur confiance et leur amour. Si nous réussissons, la compréhension succédera au devoir, la confiance à la peur et l'affection à la sévérité.
Personne n'avait jusqu'alors pleinement perçu les trésors de compassion, de bonté et de générosité qui recelaient l'âme d'un enfant. Tout véritable éducateur devait s'efforcer de laisser s'épanouir ces trésors. Oh, excusez-moi. Ces trésors, c'est-à-dire de stimuler les élans de l'enfant et de réveiller ses meilleures et plus nobles dispositions. Si l'œuvre de toute une vie est de veiller sur la croissance d'une plante humaine, quelle plus belle récompense que de voir celle-ci déployer ses pétales et de l'observer en train d'acquérir une vraie individualité. Certes, cette visite à la ruche s'avéra une expérience précieuse qui me fit comprendre tout ce qui était réalisable dans le domaine de l'éducation libertaire. Même dans le système actuel. Construire l'homme et la femme du futur, libérer l'âme de l'enfant, quelle tâche plus grandiose à accomplir pour des pédagogues comme Sébastien Faure, qui ne doivent pas à leur état un simple diplôme universitaire, mais au don naturel de créer qu'ils possèdent de naissance, à l'instar du poète ou de l'artiste. J'avais du mal à quitter Paris, source inépuisable de nouvelles impressions enrichissantes, ainsi que les nombreux amis qui avaient gagné mon affection. Je vis beaucoup Max Nettlau. Je l'avais rencontré pour la première fois en 1900 à Londres, où il m'avait fait découvrir les musées et les autres trésors de l'art britannique. Scientifique et historien, il était l'une des forces intellectuelles de notre mouvement. À l'époque, il recueillait de la documentation pour parachever son œuvre monumentale sur Michel Bakounine. Quelques jours avant notre départ, Joe Davidson, un jeune sculpteur américain, arriva à Paris. Je l'avais connu à New York et son travail m'intéressait. Il avait trouvé un atelier qui, nous dit-il, était pratiquement vide. Mon petit ménage, en français dans le texte, à moi, était plutôt bien garni. Assiettes, casseroles, bouilloire, un percolateur à café et un réchaud à alcool sur lesquels j'avais souvent préparé un festin pour une dizaine de convives. Chargés de ce butin, nous marchâmes en procession triomphale à travers les rues. Joe, portant un lourd ballot sur le dos, flanqué de Max d'un côté, poêle à frire et bouilloire en bandoulière, et moi de l'autre, la cafetière à la main. Quand nous eûmes tout déposé sans encombre dans l'atelier de Joe, nous retirâmes dans un café pour célébrer l'entrée d'un artiste en herbe dans l'authentique vie de bohème. Max et moi quittâmes Paris, sous un soleil radieux. À Londres, un froid mordant nous accueillit. Ce temps ne varia pas d'un pouce pendant les 2 semaines que dura notre séjour. Dès notre arrivée, nous apprîmes par des dépêches de presse en provenance d'Amérique que les autorités fédérales n'avaient l'intention de m'interdire l'entrée du pays en vertu de la loi anti-anarchiste. Au départ, je n'y prêtais pas attention, pensant qu'il s'agissait d'une invention des journaux. J'étais citoyenne américaine et de par mon mariage avec Kirchner. Or, peu de temps après, des lettres de plusieurs amis avocats aux États-Unis vinrent confirmer ces rumeurs. Ils m'informèrent que les autorités fédérales étaient bien décidées à refuser mon retour. Ils me conseillèrent vivement de prendre la mer pour revenir le plus rapidement et discrètement possible. Des meetings ayant déjà été planifiés pour moi en Écosse, je voulais éviter de décevoir mes camarades. Je décidai donc de poursuivre comme prévu mes activités. Cependant, je fus rapidement amené à comprendre que je ne quitterais pas l'Angleterre sans que le gouvernement des États-Unis soit avisé du moindre de mes mouvements. Je pris conscience que Scotland Yard me surveillait à la suite d'une conférence à Holborn Town Hall, à Londres. Je n'avais pas sitôt quitté la réunion qu'une vingtaine d'inspecteurs m'emboîtaient le pas. J'étais en compagnie de Rudolf Rocker, de sa femme Millie, de Max et de plusieurs amis. Nous zigzagâmes dans les rues de Londres pendant des heures, marquant une pause de temps en temps dans un restaurant ou un bar. Mais nos ombres nous collaient de près et ne lâchaient pas leur proie. Finalement, les Rockers nous suggérèrent d'aller à leur appartement dans l'East End. En faisant croire aux policiers que nous passerions la nuit chez eux, nous saisirions notre seule chance de nous échapper en catimini au petit matin. Après l'extinction des lumières dans le logement, nous restâmes assis dans le noir à comploter sur la manière de duper Scotland Yard. À l'aube, Millie descendit en éclaireuse. Personne à l'horizon. Des amis dans un autre quartier de la ville nous attendaient. On nous emmena en banlieue, dans la maison de notre camarade horticulteur, Bernard Kampfmeyer. À cette époque, sa femme et lui n'étaient pas actifs dans le mouvement, ce qui fit que les autorités ne les surveillaient pas. J'avais l'horreur de décevoir nos camarades écossais, mais je ne pouvais courir le risque à mon arrivée en Amérique d'être arrêté et entraîné dans une bataille juridique. Pour ces différentes raisons, je me résolus à rentrer sans tarder. Après 3 jours passés chez nos hôtes, Max et moi partîmes pour Liverpool, et de là embarquâmes pour New York, via Montréal. Les services de l'immigration canadienne se montrèrent moins inquisiteurs que leurs homologues américains, et nous ne rencontrâmes aucune difficulté pour entrer au Canada. Sur le trajet de Montréal à New York,
L'employé des wagons-lits prit nos billets, agrémentés d'un généreux pourboire. Il ne montra de nouveau son nez qu'à notre arrivée sans encombre à New York. Les journaux n'apprirent mon retour aux États-Unis que 2 semaines plus tard, lorsque je fis ma première apparition en public. Ils essayèrent désespérément de découvrir comment j'avais réussi à entrer, et je leur suggérais de se renseigner auprès des services de l'immigration. À mon retour, je retrouvais Moth the Earth dans une situation financière désastreuse. Durant mon absence, les rentrées d'argent avaient été faibles, et les dépenses mensuelles avaient de loin excédé les ressources que j'avais laissées pour subvenir aux besoins de la revue. Il fallait réagir immédiatement, et comme j'étais la seule personne capable de réunir des fonds, j'organisais sans perdre une minute plusieurs événements pour aider à financer la publication. Je me décidai par ailleurs à partir immédiatement en tournée. L'attitude critique de Sacha à mon égard n'avait pas changé, voire s'était accentuée. Parallèlement, il s'intéressait toujours plus à la jeune Becky. Je pris conscience qu'ils étaient très proches l'un de l'autre, et cela me peinait que Sacha n'éprouvait pas le besoin de se confier à moi. Je le savais peu expansif, mais d'une certaine façon, je me sentais à la fois offensé et blessé par son apparent manque de confiance. Même avant mon départ pour l'Europe, je m'étais rendu compte que son attirance physique pour moi s'était éteinte pendant ces années de prison. Je m'étais néanmoins raccroché à l'espoir que son ancienne passion se rallumerait quand il saurait comprendre ma vie, accepter que l'amour pour d'autres hommes n'avait pas changé mes sentiments pour lui. C'était douloureux de constater que le nouvel amour qu'éprouvait Sacha m'excluait complètement. Mon cœur se rebellait contre cette cruauté, mais j'étais consciente de n'avoir aucun droit de me plaindre. Tandis que j'avais connu la vie, ses sommets et ses profondeurs, on les lui avait déniés. Pendant 14 années, il avait souffert de la privation. Il avait souffert de la privation de ce que la jeunesse et l'amour offraient. Il avait souffert et voilà qu'il pouvait enfin l'avoir grâce à Becky, ardente et révérencieuse, comme seule une jeune fille enthousiaste de 15 ans pouvait l'être. Hein? Hein? Bon bref, Sacha avait 36 ans, 2 de moins que moi, mais pendant 14 ans il n'avait pas vécu. Vis-à-vis des femmes, il était resté aussi jeune et naïf qu'à 21 ans. Il était donc tout naturel qu'il fût attiré par Becky plutôt que par une femme qui, à 38 ans, avait déjà vécu plus intensément et diversement que des femmes 2 fois plus âgées. Tout cela me paraissait assez compréhensible, mais en même temps, j'étais triste qu'il recherchât dans une enfant ce que la maturité et l'expérience donneraient au centuple. Ok. 5 semaines à peine après mon retour d'Europe, j'étais de nouveau sur la route dans le Massachusetts, le Connecticut et l'État de New York. Puis ce fut le tour de Philadelphie, Baltimore, Washington DC et Pittsburgh. Le chef de la police de Washington déclara tout d'abord qu'il ne me laisserait pas prendre la parole. Quand certains éminemment libéraux attirèrent son attention sur le fait qu'il n'avait pas interféré sur le droit à la liberté d'expression, il donna le feu vert à son comité pour mes meetings. Cependant, il retira simultanément sa licence au gardien de la salle. Quand le propriétaire menaça d'une action en justice, le chef de la police accorda une licence à titre temporaire et autorisa des spectacles et des réunions, entre guillemets, considérés par les autorités locales comme non répréhensibles. Mes meetings n'eurent pas lieu. Pittsburgh me rappela de nombreux souvenirs, le calvaire de Sacha et le pèlerinage que j'avais fait à la prison, les espoirs que j'avais caressés et qui ne s'étaient pas réalisés, mais malgré tout, mon âme se réjouissait. Sacha avait échappé à son tombeau carcéral et j'en étais en grande partie responsable. Personne ne pouvait m'enlever cette consolation.